question de l'accompagnement. Elle est très intéressante à s'écouter déjà, à voir comment le mot s'incarne dans des pratiques, comment il définit des pratiques, comment on voit que ce mot d'accompagnement, il accompagne un changement justement de paradigme. Donc le secteur du travail social et de la santé a été pionnier dans l'utilisation de ce mot. Dans les soins palliatifs, d'abord dans les années 70, on passe de l'accompagnement purement thérapeutique à l'accompagnement humain dans une logique de passage. Mais aussi on l'utilise dans les établissements médico-sociaux, beaucoup à partir de la fin des années 80 ou des années 90, pour définir tout ce qui ne relève pas de l'expertise médicale, mais qui relève de la vie quotidienne, le lever, la toilette, les activités qui sont proposées, le repas et ce type de choses. Donc il est impossible d'évoquer cette révolution à l'œuvre dans le glissement du soin vers le prendre soin, de la technicité médicale vers la relation avec le patient, de la prise en charge dans les établissements vers l'accession des personnes au maximum d'autonomie possible, sans évoquer ce mot d'accompagnement qui apparaît vraiment dans les années 90 et s'épanouit dans les années 2000, à partir des années 2000, puisqu'à partir des années 2000, il est utilisé dans plusieurs lois. La loi du 2 janvier 2002, du 4 mars 2002 sur le droit des malades, et ensuite, bien sûr, dans la loi de 2005 sur le handicap. Voilà. Alors, l'accompagnement, on voit bien qu'on est dans une société où il est promu comme une valeur de manière générale dans beaucoup de secteurs d'activité. Il est devenu un horizon dans les administrations, dans les associations, dans les entreprises. Dans les cabinets de conseil, on parle de l'accompagnement au changement. Dans l'éducation nationale, on fait de l'accompagnement personnalisé pour les élèves. Les robots conversationnels, on les appelle des robots compagnons. Les associatifs font de l'accompagnement de projet. Les impôts nous accompagnent dans nos déclarations de revenus. Les ressources humaines nous accompagnent dans nos projets professionnels. Et si bien qu'on pourrait quasiment définir cette devise « accompagnons-nous les uns les autres » comme mot d'ordre de notre société, puisque l'accompagnement est devenu un véritable mantra qu'on voit partout, même sur les banques. Les banques vous accompagnent dans vos projets, etc. etc. On n'en finit plus avec l'accompagnement. Donc ces pratiques de l'accompagnement, elles sont évidemment très diverses, puisqu'elles s'incarnent dans différents types d'activités, différents types de secteurs. Alors il faudrait voir quel est le point commun entre elles. Alors la chercheuse Maëla Paul, qui est spécialiste justement de cette notion d'accompagnement et des différentes pratiques de l'accompagnement dans les ressources humaines, la formation, le médico-social et la santé, elle définit l'accompagnement comme ça, je vais la citer. Alors bon, c'est une phrase un peu compliquée, un peu universitaire. On a l'impression que les mots ne sont pas tout à fait dans le bon ordre, mais on va essayer de voir ensuite ce que ça signifie. Donc elle définit l'accompagnement comme une structure d'action coopérative basée sur un engagement consenti et contractuel d'acteurs différents, mais à égalité dans le dialogue, réunis dans la perspective d'un changement par la médiation d'un projet qui, par sa complexité, transcende le cadre d'action de chacun et suppose qu'ils élaborent ensemble à cette fin un cadre d'action adapté au projet qui les rassemble. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Maëla Paul? Tout simplement, elle nous dit qu'il y a une situation complexe que personne, dans sa compétence, peut régler, quoi. Ni un psychologue, ni un philosophe, ni quelqu'un dans l'administration, ni quelqu'un ni une aide de vie, ni un médecin. Donc, ces gens vont se mettre ensemble pour essayer d'opérer ce changement à l'aide d'un projet. Voilà, de manière contractuelle, c'est-à-dire toujours limitée dans le temps et cadrée dans le temps, dans l'espace, voilà, en termes de service, quoi, si on veut. Donc c'est ça qu'elle nous dit. Donc ce nouveau type de relation, qui, dans le domaine de la santé et du travail social, remet en cause le primat du soin comme acte technique permettant de mener le malade d'une situation pathologique vers une nouvelle forme de normalité, est particulièrement adapté aux situations de handicap et à l'accompagnement dans le domaine du handicap. Elle acte le passage du handicap compris comme une déficience au handicap compris comme une insertion problématique dans son environnement. Donc on rappelle que la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, promulguée par l'Organisation mondiale de la santé en 2001, ne considère pas le handicap comme une déficience individuelle,
mais comme le résultat d'une interaction entre des caractéristiques individuelles et l'environnement, qui est une interaction la plupart du temps problématique. Donc dès lors, on peut imaginer qu'un accompagnement adapté va permettre de réduire le fossé qui se creuse entre une personne et le milieu dans lequel elle évolue. Donc selon la philosophe Annelise Chabert, qui est aussi une philosophe qu'on aime bien recevoir à l'espace éthique et qui est aussi en situation de handicap, les 3 ingrédients principaux de cette adaptation, c'est d'abord d'instaurer une forme de stabilité corporelle, ensuite de mettre à disposition des outils technologiques pour faciliter les actions de la personne vivant avec un handicap dans le monde commun, et de faire en sorte que ce monde soit accueillant, c'est-à-dire que le monde lui permette de se réaliser au maximum de ses capacités et de ses envies. Donc je la cite. Donc Annelise Chabert nous dit « Si le handicap n'est en rien à assimiler à un état pathologique au sens strict et pour lequel il faudrait rechercher un retour à la norme, on se trouve confronté à un binôme en souffrance où cadre et individu se heurtent, ne coïncident pas. Ce n'est que dans un second temps que le milieu et l'individu, sous l'œil bienveillant et actif du thérapeute, on pourrait questionner ce terme de thérapeute qu'elle emploie, mais donc ce n'est que dans un second temps que le milieu et l'individu, sous l'œil bienveillant et actif du thérapeute, s'adaptent littéralement l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'ils vont l'un vers l'autre pour former un système stable et viable dans le temps. Donc effectivement, on peut parler de différents types d'accompagnement dans ce terme-là. Elle parle d'accompagnement, de technique également, mais l'accompagnement, il est avant tout humain. Effectivement, Paul Lou me rappelait hier une belle citation qu'on avait eue dans un de nos ateliers, sur le handicap psychique, en tout cas sur la santé mentale, où un intervenant nous disait « Le fauteuil des personnes handicapées psychiques, c'est l'accompagnement », justement. Voilà. Alors, ce changement dans le domaine de l'accompagnement, il semble constituer une grande avancée collective, mais il faut faire attention, cependant, à ne pas se laisser abuser par les mots, parce que cette nouvelle norme de l'accompagnement, elle mérite aussi d'être interrogée au prisme du contexte social dans lequel elle prend corps. Voilà, il n'y a jamais un mot qui apparaît comme ça par hasard. Les mots apparaissent aussi, ils engagent des actions et une compréhension du monde qui afférente. Donc il ne faut pas ignorer que ces conceptions de l'accompagnement se développent dans le management, les ressources humaines, la formation, et influencent les pratiques mises en œuvre dans le domaine du médico-social. Donc par retour, effectivement, le médico-social, il s'inspire aussi de ce qui se fait ailleurs en termes d'accompagnement. Donc dans toute leur diversité, ces pratiques sont travaillées par un trait commun qui dévoile l'esprit de notre époque et ses ambivalences. Donc ce n'est pas du tout un hasard si ces pratiques d'accompagnement se sont développées depuis les années 2000, et on peut faire un constat en demi-teinte sur ces pratiques, puisque si nous avons, ce constat que si nous avons besoin d'accompagnement professionnel et du développement de cet accompagnement professionnel, c'est que le monde serait devenu tellement difficile à vivre et peu accueillant que nous serions désorientés. Et donc nous avons besoin d'accompagnement dans nos entreprises, nous avons besoin d'accompagnement à la banque, aux impôts, parce que on est désorienté, on ne comprend plus le monde dans lequel on vit. Donc ça, c'est déjà un premier point assez problématique. Et donc cet accompagnement, c'est une solution à ce problème-là. Donc la société s'occupe de nous pour nous aider à nous adapter à un monde mouvant et nous rendre plus efficaces dans ce monde mouvant, en nous mettant au centre du dispositif, c'est en tout cas la promesse, alors que ce dispositif, il est le plus souvent administratif et impersonnel. Je ne sais pas si vous avez essayé de contacter les impôts, mais l'accompagnement, bon, voilà. En nous mettant au centre du dispositif, ça mérite d'être questionné. L'accompagnement, il est censé aussi s'appuyer sur une diversité d'acteurs territoriaux, mais ces acteurs ont souvent du mal à se coordonner. C'est pour ça que toutes les politiques publiques qui apparaissent ont toujours pour but de former de nouvelles institutions qui vont être un guichet unique qui va permettre d'accéder à l'ensemble des services sur un territoire. Et cet accompagnement a aussi pour but de nous responsabiliser quant à la réussite de notre projet individuel. Voilà. Comme si la société n'avait pas aussi à jouer sa part et que ces projets individuels n'étaient pas déterminés eux aussi par des logiques sociales. Donc on le voit, l'accompagnement n'est pas un remède miracle.
C'est pourquoi cette pratique intéressante nécessite d'être pensée pour qu'on ne perde pas notre boussole, qu'on ne se fasse pas emmener finalement ailleurs de l'accompagnement tel qu'on le concevait au départ. D'autant qu'au-delà et plus profondément, ce tournant de l'accompagnement marque aussi ce que le philosophe Gilles Deleuze pensait comme le passage des sociétés disciplinaires, qui étaient décrites par Michel Foucault. Donc, ces sociétés disciplinaires, elles sont marquées par les lieux de l'enfermement. Donc, on passe de l'école à la caserne, à l'hôpital, à la maison de retraite. Donc on passe de cette société disciplinaire, selon Gilles Deleuze, à une société de contrôle beaucoup plus décentralisée et liquide. Donc là, je le cite. Par exemple, dans la crise de l'hôpital, comme milieu d'enfermement, la sectorisation des hôpitaux de jour, les soins à domicile, ont pu marquer d'abord de nouvelles libertés. Donc ça, c'est positif. Mais participer aussi à des mécanismes de contrôle qui rivalisent avec les plus durs enfermements. Alors on va voir ensuite, grâce à un témoignage, ce que ça peut signifier. Pourquoi est-ce que finalement ce passage à l'accompagnement peut signifier un mécanisme de contrôle qui, je cite, rivalise avec les plus durs enfermements. Donc l'accompagnement hors les murs, au domicile, n'est pas nécessairement exempt de relations de pouvoir, de contrôle, de dissymétrie entre les acteurs. Il serait vraiment très naïf de penser que les inégalités économiques, c'est-à-dire le qui paye, les inégalités juridiques, qui emploie qui, et les différences de compétences et de savoir, ainsi que des logiques institutionnelles, ne s'insinuent pas dans les relations d'accompagnement, même si on est dans une logique de désinstitutionnalisation ou d'accompagnement en milieu ordinaire, dans la vraie vie, entre guillemets. Donc cette relation d'accompagnement, on doit la questionner. Elle doit poser la question des contraintes sociales, du contrôle que l'institution exerce, même à distance, sur les choix des personnes vivant avec un handicap, et partant sur leur capacité à être autonome, c'est-à-dire à faire des choix. Ce n'est pas autre chose que François nous raconte. Il témoigne de la manière dont il a été accompagné à l'école par un aidant professionnel. Donc ça reste une expérience individuelle, voilà, qu'il s'agirait aussi de remettre dans le dialogue. Alors il nous dit: un autre rythme était beaucoup plus difficile à tenir car il ne dépendait plus seulement de moi, mais de toute l'aide que je pouvais obtenir, soit des professionnels de l'enseignement et ou de l'accompagnement, soit de tous les amis de la classe qui devenaient très compétents pour m'aider dans ma logistique. Et c'est là que les professionnels et les accompagnants ont voulu jouer de leur autorité pour s'occuper à tout prix de ma logistique dans l'école. Il fallait que je les attende avant de descendre un escalier, et l'attente faisait souvent que je ne pouvais plus descendre au moment de la récréation. Donc on voit là comment l'accompagnement, toute l'aide qui est apportée, peut se retrouver, peut devenir un enfermement pour François. Alors il parle d'une autre expérience, cette fois-ci un peu plus tard. Donc il nous dit: en dehors de ma famille, il y a les professionnels qui vivent encore grâce à leur savoir et leurs études avec un besoin de suprématie sur la personne vivant avec un handicap. Cette suprématie se caractérise par l'autorité et le pouvoir d'être le passage obligé d'une décision. On retrouve cela dans de nombreux rapports humains de service, comme celui du soin, où les infirmières ont un besoin de définir les cadres d'une liberté qui passe par leur organisation et leur autorité. Un jour, une infirmière me disait que dans leur école, on leur enseignait que c'était dans les premiers contacts avec un malade qu'il fallait s'affirmer et marquer son autorité avant même de l'écouter. Avant même de l'écouter, on marque son autorité. Donc voilà, c'est cette logique-là du contrôle que Gilles Deleuze finalement essaye de décrire d'une manière théorique et que François vit dans sa vie de tous les jours. Donc l'accompagnement peut être un enfermement hors les murs des institutions. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir aux sources, si on veut, de l'accompagnement, faire un accompagnement qui soit émancipateur? Est-ce qu'il faut d'abord assumer une relation de pouvoir et de contrôle de l'un sur l'autre en tentant de la retourner au profit de la personne vivant avec un handicap? C'est pas si sûr, parce qu'à écouter le témoignage de Noémie, donc une autre personne handicapée, ça serait plutôt contre-productif d'entrer dans ce type de bras de fer. Donc je la cite encore une fois: si on commence à rentrer dans un rapport d'autorité et que l'auxiliaire répond bêtement à mes demandes, c'est-à-dire de manière mécanique, elle n'aura rien à gagner à se lever le matin et à venir travailler. Ce n'est pas possible. Si je leur fais comprendre que j'ai besoin d'elles pour pouvoir vivre ma vie comme je l'entends, ça c'est valorisant.
Donc ce qui est valorisant, c'est aussi d'avoir un aller-retour entre la personne en situation de handicap et l'accompagnement. Le principe de l'accompagnement, il est précisément de restaurer l'échange, là où le principe de contrôle, qui, c'est vrai, peut être stabilisant et rassurant pour la personne accompagnée comme pour la personne accompagnante, pourrait amener à perdre de vue l'objectif initial de l'accompagnement. Or, comme le rappelle Michel Vial, qui travaille en sciences de l'éducation, l'accompagnement est une esthétique de l'inconfort. Donc c'est en opposition avec cette logique de contrôle, cette logique de prévision, puisque l'accompagnement, c'est un rééquilibrage permanent qui nécessite une attention et une écoute permanente. Donc pour sortir de cette logique de contrôle, en revenir donc au principe premier de l'accompagnement, c'est-à-dire se valoriser les uns les autres. C'est là que réside une des clés d'un accompagnement qui reviennent aux sources de ce qu'est accompagner. C'est-à-dire l'accompagnement, étymologiquement, c'est faire un bout de chemin ensemble dans la vie, c'est prendre soin de ses compagnons de route pour mieux comprendre ce que pourrait être accompagné dans le respect de la personne. On peut revenir à cette relation première de l'accompagnement qui vient du compagnonnage. Un compagnon, étymologiquement, c'est celui avec qui on partage le pain. Et plus largement, celui qui partage avec nous un monde commun. Enfin, le pain comme symbole du monde commun. Cela ne signifie pas que celui qui accompagne et celui qui est accompagné sont semblables. Au contraire, par leur expertise et par leur savoir, leurs compétences qu'ils vont partager, ils se donnent l'un à l'autre le courage d'avancer et les possibilités de se réaliser. Il ne s'agit pas de mettre en concurrence la personne vivant avec un handicap, avec les contraintes de l'accompagnement, mais de mettre au centre la construction d'un monde commun où chacun doit pouvoir prendre sa part. Et pour ça, la relation doit s'opérer dans les deux sens. Alors, il y a quelques pistes issues du groupe de travail effectivement, auquel on a participé avec Pascal Jacob, qui peuvent peut-être nous donner quelques pistes de réflexion pour développer un accompagnement plus émancipateur qui sorte de cette logique de contrôle qu'on connaît souvent aujourd'hui. Donc c'est souvent un accompagnement qui fonctionne à travers l'écoute, la valorisation et la participation des personnes vivant avec un handicap. Donc tout d'abord, une première piste, ça serait écouter la personne vivant avec un handicap. Alors c'est pas nouveau, mais ça revient à élaborer ensemble un projet commun par le dialogue et sur la longue durée, même si cette durée est nécessairement limitée puisqu'elle est contractuelle et elle dépend effectivement d'un service. Il s'agit alors de savoir quel est l'objectif de l'accompagnement pour chaque personne. Les acteurs doivent apprendre l'un de l'autre ce que signifie pour eux l'accompagnement. Qu'est-ce que c'est qu'être accompagné? Voilà, c'est pas la même chose en fonction des types de handicap, en fonction des personnes, en fonction des projets de vie. Voilà, quand on parle de Noémie, c'est quelqu'un qui est très handicapé, mais qui a beaucoup d'activités, qui participe au CNCPH, à d'autres institutions. Donc pour elle, être accompagnée, c'est pouvoir être accompagnée à faire des voyages en France, pouvoir se réaliser, pouvoir porter la parole des personnes handicapées. Ça ne va pas être la même chose pour quelqu'un qui est, par exemple, passionné de cinéma et qui va vouloir aller au cinéma régulièrement ou collectionner des films. Voilà. Après, l'accompagnement varie énormément en fonction des personnalités de chacun. Et ce projet, il ne faut pas non plus l'idéaliser. On ne fait pas nous-mêmes des projets sur les 10 prochaines années. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas de projet de vie sur les 10 prochaines années. Donc c'est un accompagnement qui se fait aussi au jour le jour, qui doit épouser effectivement les contours, les modifications, les envies de la personne vivant avec un handicap, mais surtout qui doit reposer sur la relation humaine. Parce que voilà, je vais vous lire un petit passage d'un témoignage de Noémie qui est assez parlant sur le fait que parfois on appelle accompagnement des relations qui ne reposent pas vraiment sur les relations humaines ou sur de l'accompagnement tel qu'on peut l'entendre ici, quoi. Donc elle nous dit « Je vis dans un immeuble où tout a été conçu et pensé pour pallier physiquement aux besoins des personnes, mais uniquement cela. On pallie physiquement aux besoins. C'est-à-dire que l'auxiliaire arrive, la personne demande à aller aux toilettes. L'auxiliaire peut passer une demi-heure à aider cette personne sans jamais lui adresser la parole, parce que ce n'est pas son travail. C'est terrible, parce qu'en voulant respecter l'autonomie et l'indépendance des personnes qui étaient là, j'ai l'impression qu'on les a niées dans ce qu'elles étaient.
il n'y a plus d'interaction entre les gens. Si vous proposez un café, vous dépassez les limites et vous perturbez l'équipe et le fonctionnement de l'équipe. C'est quelque chose qui m'interroge énormément. Bien sûr que les personnes sont en capacité de décider pour elles-mêmes, mais l'accompagnement est là. Et si les deux ne se retrouvent pas, je pense qu'on ne peut pas avoir un bon accompagnement. Du coup, la personne qui vit au quotidien avec des auxiliaires de vie ne peut pas être épanouie, en tout cas pas de cette façon. Donc l'idée, c'est pas de faire passer l'autonomie avant la relation humaine. Dire, maintenant que la personne vivant avec un handicap doit être autonome, elle se débrouille, moi je suis là uniquement finalement comme un outil technique humain qui permet de pallier à certaines situations difficiles dans la vie quotidienne, mais qui ne serait plus dans la relation, et on sacrifierait donc, cette relation sur l'autel de l'autonomie. Donc voilà, c'est pas du tout la logique de l'accompagnement émancipateur tel que peut le désirer Noémie, par exemple. La deuxième piste, c'est que l'accompagnant, dans cette logique-là, d'ailleurs, que je décris, doit lui-même savoir se faire accompagner. Donc pour construire une véritable relation, il faut que les uns et les autres ne se fassent pas enfermer dans leur rôle respectif, mais que l'accompagnant professionnel puisse lui aussi apprendre de la personne vivant avec un handicap, de ses besoins, de ses envies, de son mode de vie et voilà, de la manière dont elle compte se faire elle-même accompagner. Donc si on écoute toujours Noémie, elle va nous décrire un petit peu ses besoins dans ce domaine-là. Elle nous dit « La personne dépendante doit être suffisamment maligne pour demander ce dont elle a besoin, c'est-à-dire apprendre aux gens en leur disant que pendant la première semaine, ça va être un peu compliqué, que je vais beaucoup la guider et la reprendre, mais surtout, il ne faut pas s'attacher à cela. Une fois que vous aurez bien tous les gestes, je ne vous demanderai plus vraiment les choses. La personne a l'impression, quand elle sait, qu'elle gère. Elle oublie presque que c'est toi qui lui as tout appris au début. Ensuite, un relais se passe entre les collègues. Donc voilà, ça c'est très important. La troisième logique, je suis trop long parce que voilà, mais je vais faire plus court. La troisième piste, c'est la piste de l'empowerment, de l'empouvoirment. Donc c'est sortir de cette logique du contrôle pour passer d'un tu dois à un tu peux. Et ça c'est très très important parce que c'est une logique de valorisation. Je vais en fusionner quelques-uns. C'est une logique de valorisation, c'est-à-dire de participation. C'est-à-dire qu'on va cesser d'être un guide, mais on va plutôt ouvrir un champ de possibles dans l'accompagnement. Et ouvrir un champ de possibles, ça veut dire plusieurs choses. Rapidement, ça veut dire apprendre aussi aux personnes vivant avec un handicap à se faire accompagner par des personnes non professionnelles. Voilà. Comme le témoignage de François l'indiquait quand il disait ses camarades de classe lui permettent, ou en tout cas voulaient lui permettre de descendre les escaliers pour aller dans la cour de récréation. Il y a d'autres témoignages de François sur, quand il a fait ses études, sur des étudiants qui lui permettaient d'accéder aux salles de classe, qui lui permettaient de lui faciliter ses allées et venues, ses horaires, ses passages à la bibliothèque et d'autres choses comme ça très concrètes mais vraiment extrêmement importantes. Donc, savoir passer le relais, c'est-à-dire ne pas être le seul et unique point de contrôle, on va dire, si on parle de cette logique de contrôle, mais pouvoir aussi s'ouvrir à de l'accompagnement non professionnel et également valoriser la participation des personnes vivant avec un handicap dans la vie quotidienne d'autres personnes. Et là, je vais quand même vous citer une petite citation de Paul, d'un autre témoignage, où il nous dit « Je devenais tous les jours de plus en plus compétent en informatique et j'aidais mes parents dans leurs démarches administratives pour avoir une carte verte de la sécurité sociale, faire une déclaration d'impôt, envoyer des mails à toutes les administrations possibles, et je leur apprenais même à utiliser l'ordinateur tout seul, sans mon aide. Aussi bizarre que cela puisse paraître, je devenais de mon lit, et sans savoir parler correctement, un bon pédagogue et une aide précieuse pour les personnes qui avaient besoin de ma compétence. Et bien avec cela, on reprend le goût à la vie. Et moi je pense qu'on a eu des témoignages dans le groupe de travail, effectivement, qui a été créé par Pascal Jacob, mais des établissements où on met vraiment en valeur la participation des personnes handicapées, où on valorise ces personnes,
Voilà, c'est dans une démarche d'accompagnement vers davantage d'autonomie, et je pense que ça c'est un point qui est vraiment fondamental, parce que si on ne valorise pas cette participation, on dépérit, quoi. Une autre piste, c'est penser évidemment l'accompagnement de manière systémique, et finalement c'est un petit peu ce qu'on fait là, c'est-à-dire penser l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap, mais penser aussi le milieu de vie, penser les institutions, penser les rapports avec les institutions, et surtout l'accompagnement en interne au sein des organisations et au sein des établissements. Donc l'accompagnement aussi des salariés, la formation, les réflexions, les groupes de réflexion, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement avec l'espace éthique, mais c'est vraiment fondamental de pouvoir développer cette posture réflexive pour accompagner les accompagnants eux-mêmes. Donc ça c'est un point très important. Et je vais finir par là, parce que c'est vraiment fondamental. Dans les groupes de travail, dans les comités de réflexion éthique, on pose des questions fondamentales, mais très concrètes. Qu'est-ce qu'un projet de vie? Comment respecter l'intimité de chacun? Qu'est-ce qu'être bienveillant? Comment arbitrer entre liberté et sécurité? Comment écouter au mieux les besoins de la personne accompagnée? Et ça, il n'y a pas de réponse type pour ce genre de questions. C'est des réponses qui peuvent être apportées que dans le dialogue au sein d'une équipe sur un cas particulier. Et je pense que ces structures d'accompagnement que sont les comités de réflexion éthique sont vraiment fondamentales. Et puis enfin, pour finir, le tout dernier mot, pour montrer l'importance de cette démarche d'accompagnement dans une logique d'émancipation, on peut laisser la parole à Rose, qui évoque sa joie maintenant qu'elle travaille chez l'épicière de son village, après avoir été longtemps cachée par sa mère et brimée dans ses aspirations. Voilà. Donc, elle habitait chez sa mère qui la cachait. Et malheureusement, sa mère étant morte, elle est obligée de travailler, et elle travaille dans son village. Et elle découvre qu'il y a une vie possible en dehors de la maison, et que cette vie, elle est valorisante, et que cette participation à la vie sociale est valorisante. Et elle nous dit « Maintenant, ma vie est bien. J'aime les gens que j'aide. Et les gens que j'aide m'aiment aussi. J'ai même de temps en temps une pièce de pourboire qui me permet d'acheter des fleurs pour mettre sur le balcon de la maison. Je suis heureuse. » Donc on voit vraiment cette importance de l'accompagnement qui va se jouer aussi au niveau social, plus général, et cette relation de don et de contre-don. J'aime les gens que j'aide, et les gens que j'aide m'aiment aussi, avec cette valorisation de l'action des personnes vivant avec un handicap. Donc voilà, c'est un peu le mot de la fin, mais j'espère qu'on pourra discuter de ces relations d'accompagnement, et je vais laisser la parole à Paul Lou à présent. Bonjour à tous. Moi aussi, je vous remercie, comme Sébastien l'a fait, Monsieur de Bieuvre et Madame Jadin pour leur invitation. Et puis, je vous remercie tous de bien vouloir nous écouter. Je vais parler plutôt, moi, de l'inclusion, qui, on pourra en discuter, et représente en fait le versant social de la logique de l'accompagnement. C'est-à-dire que, pour moi, ces deux mots, accompagnement et inclusion, font en quelque sorte système, et je voudrais qu'on s'intéresse aux présupposés de cette notion et à ses usages dans le contexte actuel, et qu'on s'y intéresse de façon critique. L'enjeu n'est pas de bannir ce mot, bien sûr, de toute façon j'en aurais évidemment pas le pouvoir, personne n'aura le pouvoir, il est écrit partout, même ici, acteur pour une société inclusive et solidaire, mais d'être conscient des présupposés du mot. Alors, le concept d'inclusion, d'abord, il faut le constater, il est entré de plein pied dans le champ politique. Il est devenu, depuis ces dernières années, le vecteur privilégié de la défense et de la protection des droits. L'inclusion n'est pas l'intégration, d'abord. Plus qu'à faire communauté, plus qu'à construire une identité commune, l'inclusion vise d'abord la justice. Rendre la société plus juste, plus équitable. Je vais citer rapidement un rapport des Nations Unies, écrit en 2009. L'inclusion sociale est un processus qui vise à assurer des opportunités égales pour chacun, quelles que soient ses origines, de sorte qu'il puisse réaliser ses pleines potentialités dans la vie.
Donc on reconnaît ici le principe de l'égalité des chances. Il s'agit d'abattre les barrières institutionnelles, les barrières spatiales, les barrières mentales, c'est-à-dire nos préjugés, pour que chaque individu, quelles que soient ses origines, ethniques, religieuses, philosophiques, quel que soit son genre, quelles que soient ses capacités physiques, que chaque individu puisse donc réaliser son projet de vie. Et alors, de ce principe très général, on peut déduire des politiques inclusives, donc éviter les discriminations, prévenir la stigmatisation, mieux former les acteurs confrontés à la variété des publics. Et au fond, pour citer le philosophe John Stuart Mill, on peut dire que le discours de l'inclusion fait résonner l'idéal d'une société d'individualité. C'est-à-dire, c'est cette idée que défend donc John Stuart Mill dans un livre qui s'appelle « De la liberté », que les individus sont en perpétuelle transformation et qu'ils se transforment les uns les autres, que la société bénéficient de cette transformation et qu'ils bénéficient aussi eux-mêmes, évidemment, de cette transformation. Donc il y a une richesse de la diversité humaine, en quelque sorte. Alors, pourquoi, dans ce cas, critiquer ce bel idéal, critiquer cette pensée inclusive ? Il est évidemment bon d'inclure, je ne vois pas ce qu'on aurait à redire à ça. Il y a toutefois, et c'est ce que je voudrais dire assez rapidement, des angles morts dans cette notion. D'abord, un rapide historique. La notion d'inclusion n'est pas tombée du ciel. Il faut voir qu'elle est précédée par son contraire, l'exclusion. En 1974, René Lenoir donc, publie Les Exclus, et l'exclu est celui qui, je le cite, en raison d'une infirmité physique ou mentale, de son comportement psychologique ou de son absence de formation, est incapable de pourvoir à ses besoins, ou exige des soins constants, ou représente un danger pour autrui, ou se trouve ségrégué, soit de son propre fait, soit de celui de la collectivité. La catégorie d'exclusion s'est ensuite élargie, s'étendant à la pauvreté, par le travail notamment du père Joseph Wresinski, que vous connaissez sans doute, ATD Carmonde. À la fin des années 90, alors, le concept d'inclusion émerge, ce qui participe d'un nouvel élargissement de l'exclusion à toutes les formes de discrimination. Plutôt qu'une politique déterminée de lutte contre l'exclusion, l'inclusion finit aujourd'hui par désigner l'état d'esprit d'une société, que doivent s'approprier ces différents acteurs. Inclusif devient en quelque sorte une vertu, celle de société, d'entreprise inclusive, d'école inclusive, d'individus inclusifs. Ce qu'on peut dire, c'est que, au terme de ce processus, la frontière inclus-exclu tend à se déplacer. Elle ne tend plus à séparer au sein de la structure sociale des inclus et des exclus, mais passe désormais par l'individu lui-même. Tout se passe comme si chaque individu était à la fois inclus et exclu, plus ou moins exclu à certains moments de sa vie, plus ou moins inclus à d'autres. Alors, on voit apparaître là, poindre une première difficulté, un premier problème de cette notion d'inclusion, par le présupposé que nous pouvons, et plus encore devons tous entrer dans le même cadre juridique et social. Ce concept d'inclusion présuppose une certaine normalisation des individus. Il nous appelle non pas à penser des altérités radicalement différentes, mais simplement des variations, des altérations. Et alors, on peut se demander ce qu'il advient dans une société dite inclusive de ceux qu'il faut penser malgré tout comme des exclus. Autrement dit, de ceux qui, en raison de leur fonctionnement propre, en raison peut-être de leur déficience, pardon de ressusciter ce mot, aucun dispositif, aucune aide, aucun soutien ne pourrait inclure, intégrer dans un cadre de vie commun. Je vais citer une phrase donc d'un communiqué du groupe Polyhandicap France, qui est très remonté contre cette notion d'inclusion et qui écrit « Un certain nombre de handicaps complexes et de handicaps de grande dépendance nécessitent un accompagnement soutenu permanent. Aucune suppression de ces barrières, donc on revient à cette idée de barrière, ne supprimera les conséquences de ces handicaps, et notamment du polyhandicap. » Voilà des gens, donc, ces gens du groupe Polyhandicap France, qui sont debout contre cette désinstitutionnalisation et contre l'idée d'inclusion, et qui disent que donc essayer de développer donc l'accompagnement en milieu ordinaire n'est pas du tout une bonne chose, et pour eux cela ressemble fort à une stratégie d'ailleurs de couper les dépenses publiques. Donc voilà, pour une critique de l'inclusion.
Pour le dire autrement, à vouloir ainsi inclure les déjà inclus que nous sommes, risquent d'oublier qu'ils ne comprennent peut-être pas tout des exclus. Ils risquent d'oublier que ces derniers ne voudront peut-être pas, ou ne pourront pas, forcément vivre une vie similaire à la leur. Autre exemple, les membres de l'association Les Entendeurs de Voix, que vous connaissez peut-être, donc des personnes atteintes de schizophrénie, même s'ils refusent le mot schizophrénie, revendiquent une façon propre d'être au monde et se décrivent comme, je cite, des personnes qui entendent des voix, qui ont des repères invisibles et inaudibles pour les autres, considérant leur handicap, qu'ils n'appellent pas handicap, comme une richesse, et leur maladie, qu'ils n'appellent pas maladie, comme une richesse. Le projet inclusif risque peut-être de battre ceux qui combattent ainsi pour la reconnaissance de leurs différences, comme des personnes, de leur faire porter la responsabilité de leur exclusion, de les considérer en somme comme des récalcitrants. Et on voit alors comment l'inclusion risque de produire de l'exclusion, en établissant une hiérarchie implicite entre les individus selon leur degré d'inclusion. On voit ainsi aussi comment inclusion rime avec responsabilisation. Si vous voulez entrer dans le cadre commun, alors il va falloir faire des efforts, alors il va falloir travailler, alors il va falloir se loger. Voilà, tout ça. Plus fondamentalement, le concept même d'inclusion postule une inégalité entre l'incluant et le potentiel inclus. Et c'est un paradoxe parce qu'au début de cette intervention, j'ai cité donc ce rapport de l'ONU qui nous dit que l'appel à l'inclusion se fait au nom de l'égalité des chances. Mais au fond, il y a dans cette idée d'inclusion une logique d'hospitalité et d'accueil à l'égard de ceux qu'on considère donc inévitablement comme des étrangers. En ce sens, nous pourrions dire que même si nous évoluons vers une prise en charge hors les murs, quand bien même dans le domaine de la santé, le tournant ambulatoire est déjà consommé, la logique inclusive maintient un schéma hospitalier. Inclure, ce n'est pas accepter l'autre dans sa pure différence, c'est définir un terrain de coexistence. Et ce geste peut exiger des incluants, qu'ils s'adaptent, éventuellement transforment leur façon de vivre et d'être. Toutefois, ce sont eux qui définissent les limites de ce terrain de coexistence. Ce sont eux qui sont maîtres des critères d'inclusion. Ils peuvent décider d'inclure ou de ne pas inclure selon des règles qu'ils ont établies eux et dont ils apprécient la bonne application. Au final, une société égalitaire supposerait peut-être qu'on sorte de cette logique d'inclusion pour précisément que tout le monde soit invité à définir les critères de la vie en commun. Autrement dit, que les personnes en situation de handicap soient aussi invitées à définir ces critères et soient présentes finalement dans tous les lieux où on parle d'eux. Et dans ce cas-là, ce dont on a besoin, ce n'est peut-être pas du concept d'inclusion, mais du concept de non-exclusion, de défendre une société non exclusive. L'objectif est très différent, ce n'est pas simplement un jeu sur les mots, et rejoint d'ailleurs le travail de Michel Foucault sur la folie. Avant de chercher à établir un cadre de vie commun, il s'agit de faire attention aux mécanismes de l'exclusion, aussi bien psychiques que sociaux. Renverser ainsi le regard depuis l'exclu vers l'excluant, c'est-à-dire vers nous-mêmes. Voir en quoi des comportements inhabituels peuvent perturber à ce point nos fonctionnements que nous ayons besoin de les exclure ou de les corriger. Davantage que d'inclusion, c'est peut-être d'introspection dont nous aurions besoin. Davantage d'ailleurs que de tolérance ou d'acceptation de la différence. Voilà, je vous remercie.